plaisir de vous retrouver sur la télévision Pacifique à l'heure du journal. Les titres à la une. 2 morts et 2 blessés, bilan de l'attaque armée perpétrée vendredi contre un magasin de produits cosmétiques très fréquenté à Pétionville. L'exécutif convoque les députés à l'extraordinaire ce 30 septembre pour pouvoir plancher sur le projet de loi relatif à l'impôt sur le revenu devant modifier le décret du 29 septembre 2005. À la veille du 1er octobre, date retenue pour la mise en application de la nouvelle loi de finances, des plateformes politiques de l'opposition envisagent de manifester dans les rues de la capitale pour contester le budget. De leur côté, les syndicats du transport en commun maintiennent leur mot d'ordre de grève pour les 2 et 3 octobre 2017. Maître Stanley Gaston entame un second mandat de 2 ans à la tête du barreau de Port-au-Prince. Le bâtonnier annonce une campagne féroce contre la corruption. Le ministère de la Santé publique entend revaloriser la médecine traditionnelle en Haïti. Sa première conférence annuelle sur cette pratique ancestrale s'est tenue ce vendredi à Port-au-Prince. Ces titres et bien d'autres informations vous seront développées dans quelques instants. Merci à toutes et à tous pour démarrer ce journal. Parlons de l'attaque armée perpétrée vendredi après-midi contre le magasin de produits cosmétiques très fréquenté Jeannette Beauty Supply à Pétionville. Selon des témoins, les malfrats ont dans un premier temps procédé à un braquage avant de s'enfuir en tirant plusieurs coups de feu. L'un d'entre eux, blessé, aurait été achevé par ses pairs. Des proches ont confirmé quelque temps après l'attaque le décès du propriétaire de l'entreprise qui, atteint par des projectiles, avait été transportés à l'hôpital. Les agents de sécurité de quelques entreprises voisines ont également riposté au tir des bandits, ont rapporté des témoins. La circulation a été interdite par la police autour de la scène du crime plusieurs heures après l'incident. Le ministre de l'Économie et des Finances, Jude Alix-Patrick Salomon, et le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Jean-Badan Dubois, ont signé vendredi un protocole d'accord sur le cash management. Selon le ministre Salomon, cette démarche est destinée à encourager l'austérité au niveau des dépenses de l'État en vue du renforcement des finances publiques. Le ministre des Finances a indiqué que dans le cadre de cet accord, l'État n'aura pas recours à la planche à billets pour financer ses déficits et effectuera ses dépenses à partir de ses recettes. Écoutons-le au micro de Jean-Maxime Dorsey et Rigueur Noël. C'est la signature d'un protocole d'accord sur la gestion de la trésorerie avec la Banque centrale, le cash management. C'est un instrument important pour nous qui est le gage d'une gestion responsable des finances publiques dans la mesure où c'est un outil qui accompagne la gestion budgétaire dans la mesure où, à travers cet outil, on s'assure de gérer les finances publiques en fonction des rentrées qui sont disponibles pour le trésor public. Le gouverneur de la Banque de la République, Jean-Badan Dubois, s'est félicité de cette initiative, selon lui, essentielle à la dynamisation des finances publiques. Il a rassuré que le cash management contribuera à la stabilité de l'économie du pays. Ces déclarations, toujours au micro de Jean-Maxime Dorsey. Cash management là permet que le mécanisme sont mécanisme qui est très simple. Chaque semaine, le ministère des Finances fait projection de dépenses que le gagne, Banque centrale dit met disponibilité que le gagne et gagner en limite de financement que nous d'accord sur lui entre nous-mêmes, ministère des Finances et Banque centrale, et certainement par rapport à certains engagements que nous gagnons par rapport à l'institution financière internationale, notamment le FMI, et nous rester dans la limite ça. Donc ça veut dire que quel que soit en fait genre situation pour aller évoluer, ok, ça bail peuple là on assurance, on garantit que le gouvernement pourra le dépenser dans les limites de ses ressources. Autre point de l'actualité, le secrétaire général du Conseil des ministres, Reynald Lubéris, a confirmé la convocation à l'extraordinaire des membres de la 50e législature autour du projet de loi relatif à l'impôt sur le revenu. L'approbation de ce document abrogera le décret du 29 septembre 2005, notamment l'article 149 faisant injonction aux contribuables dont le revenu annuel est fixé à 60 000 gourdes de payer l'impôt. Le projet de loi établit un plancher de 120 000
000 gouttes pour les contribuables qui sont imposables à partir de la prochaine exercice fiscal. M. Lubéris avait aussi annoncé le dépôt ce vendredi du document au Sénat de la République, une formalité qui n'a pas été remplie jusqu'à la mi-journée. Maître Stanley Gaston a été réélu vendredi à la tête du barreau de Port-au-Prince pour un mandat de 2 ans, alors que le secrétaire Maître Jean-Berger Man Béret a été reconduit à son poste ainsi que le trésorier Maître Robert Paul. Dans ses propos de circonstance, Maître Gaston a indiqué que le choix de ses pairs prouve qu'ils ont opté pour la continuité, l'éthique professionnelle et le renforcement institutionnel qui faisaient partie de ses priorités lors de son premier mandat. Les propos de Maître Stanley Gaston. Nouveau mandat que nous gagnons, nous avons toujours continué le renforcement institutionnel. Nous avons toujours rentré dans des questions éthiques, comportement avocat et autres. Mais dans le mandat, de très tôt, nous avons lancé une campagne féroce contre la corruption. Et nous avons fait tout ça que nous sommes capables. Si que dans 2 ans, quand nous rencontrons, nous demandons un bilan que nous sommes capables de camper avec fierté pour nous dire que pendant 2 ans, il y a une perception de corruption dans la justice à tel niveau qu'après 2 ans, la perception ça est tombée. Ça que nous avons que tout le monde comprenne. Dans tous les pays à travers le monde, le barreau a un rôle essentiel que jouer. Dès lors que le barreau est fort, le barreau a constitué un contre-pouvoir par rapport à la magistrature, par rapport au Parlement et par rapport à tout le monde dans le pays. Donc nous avons une corruption qui a dans pile autorité dans l'État qui la donne, que ce soit député, sénateur, qui a fait pression, qui a constitué des leviers pour que ne soit pas capable de révoquer commissaire gouvernement, juge qui est corrompu. Il y a des fois même un simple greffier ne peut pas déplacer dans le tribunal là. Mais nous-mêmes, nous avons constitué un barreau qui est fort et nous pensons que dans 2 ans qui venir là, nous venons avec des réponses significatives par rapport à la corruption. Pas rien de facile dans la vie. Rien n'est facile dans la vie. Non, disons que nous avons pile projet. Par exemple, que nous sommes une corporation, nous avons pile projet qui concerne nos membres. C'est-à-dire que comment pour créer beaucoup plus de confraternité entre nous, comment pour nous rendre membres beaucoup plus performants, des questions de formation continue, des questions de formation initiale, comment augmenter le marché juridique. Mais comprendre ça, c'est des intérêts privés, même plus mettre accent sur les intérêts qu'aller vers la collectivité. Le Réseau national de défense des droits humains RNDDH, conjointement avec la Fédération internationale des droits de l'homme, et l'Euro-Commissariat aux droits de l'homme a clôturé vendredi à Pétionville le colloque international sur la lutte contre l'impunité des crimes du passé et la justice transitionnelle. Selon le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, les justiciables attendent le mot du doigt sur des milliers de crimes perpétrés dans le pays à partir de la période du valliériste. Ces déclarations. La société a dû goumer contre des rivaux, mettre ensemble pour renforcer l'institution pour que l'institution soit capable de bailler service. C'est inacceptable, c'est pas normal pour nos sociétés, impunité à tailler mandat la donne comme ça. C'est ça que fait ouais, il y a des gens qui ne pas respecter le monde dans la société. Ils disent ça ouvre sous le monde, ils font ça ouvre sous deux taxes nous mêmes citoyens et dans ce sens c'est important pour la société à mettre tête ensemble pour être capable de renforcer pour bataille pour la société à son état de droit. Il est le temps pour l'institution capable de jam, pour capable solide, pour la population qui a confiance au niveau acteur dans la chaîne pénale, pour qui a confiance dans l'institution policière, pour qui a confiance dans la justice là. Le représentant du Haut-Commissariat aux droits de l'homme à cette activité, Claude Bouaka, invite les autorités de l'État à faire la lumière sur les dossiers de nombreux violateurs de droits humains dans le pays. Monsieur Bouaka estime que les parents des victimes ont besoin de connaître la vérité sur ces crimes du passé. Ces déclarations. Pour les dossiers qui datent de très longtemps et pour lesquels aucune action concrète n'a été prise, c'est ce que nous rangeons un peu dans ce que nous appelons la justice transitionnelle, parce que c'est des crimes du passé qui méritent d'être traités pour que les gens, les citoyens, puissent savoir quand même il y a un besoin de faire une vérité, en fait, de pouvoir rechercher la vérité sur ces sujets, savoir ce qui est advenu de ces personnes, pour que certains, clairement, puissent faire ce qu'on appelle le deuil. Parce que aussi longtemps qu'on n'aura pas fait la lumière, tu sais, grave violation des droits de l'homme, une paix sociale ou civile n'est pas
totalement possible. C'est vrai qu'il y a différentes écoles. Certains disent non, ça date de longtemps, donc il ne faudrait pas en parler. D'aucuns disent qu'il faut en parler. La position du Haut Commissariat aux droits de l'homme est claire, ou des Nations Unies est claire, c'est qu'il y a un besoin de pouvoir faire la lumière sur ces crimes du passé. Absolument. Donc un besoin de recherche de vérité, un besoin de mémoire. Et il y a aussi ce besoin de deuxième niveau de pouvoir procéder à ce qu'on appelle une réparation. La réparation peut prendre diverses formes, et ça c'est à discuter, pas nécessairement une réparation pécuniaire matérielle ou autre, ça peut être aussi une réparation morale. Et le troisième niveau aussi d'engagement qu'il faudrait rechercher, ce que nous appelons les garanties de non-répétition de ces crimes. Autre nouvelle, le ministère de la Santé publique et de la Population a organisé vendredi à Port-au-Prince sa première conférence annuelle sur la médecine traditionnelle autour du thème « La médecine traditionnelle, la relance de cette pratique », l'occasion pour les organisateurs de plaider en faveur du renforcement de ces pratiques basées essentiellement sur l'utilisation des plantes naturelles. Compte rendu Mario Sylvain et Francineus. Premier recours de la population, notamment en milieu rural, la médecine traditionnelle est de plus en plus négligée dans la société haïtienne, se désolent les organisateurs. Pour revaloriser la pratique et faciliter la transmission de ces connaissances, le gouvernement et ses partenaires lancent la première conférence annuelle de la médecine traditionnelle. Qui parmi vous de l'assistance peut se vanter de n'avoir pas été obligé d'avaler une tisane face à un accès fébrile? Qui parmi vous de l'assistance peut se vanter de n'avoir pas eu recours aux séances de consommation d'huile de Palma Christi pour faire disparaître une douleur rebelle? J'aurais pu multiplier ces exemples à l'infini pour vous dire l'attachement viscéral du peuple haïtien à la médecine traditionnelle. L'accès aux soins est un engagement politique qui ne pourra se transformer en réalité que dans la mesure où tous les prestataires, modernes ou contemporains, s'entendent pour que l'offre soit à la dimension des rêves du plus grand nombre. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Eunice Innocent, ainsi que son collègue de la culture et de la communication sont également mobilisés dans la perspective de redorer le blason de la médecine traditionnelle en Haïti. Tout en reconnaissant la contribution appréciable de la médecine traditionnelle en Haïti au cours des ans, nous croyons nécessaire et même impérieux de recourir à cet important héritage ancestral, mais également la nécessité de fournir l'encadrement nécessaire à ces praticiennes et praticiens naturels et ainsi éviter que certaines formules utilisées ne soient néfastes à la protection des bénéficiaires. Mère, le ministère de la Culture et de la Communication se propose dès à présent comme un partenaire sûr du ministère de la Santé publique et de la Population pour mettre en œuvre des recommandations pertinentes en rapport avec le recours à la médecine traditionnelle. Le président de l'association médicale haïtienne, enthousiasmé par ce projet, fait l'éloge de la médecine traditionnelle, essentiellement basée sur l'utilisation des plantes naturelles. Quand on parle de médecine traditionnelle haïtienne, on fait référence à des pratiques qui remontent aux peuples autochtones d'avant la découverte. Selon les dernières statistiques de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation panaméricaine de la santé OPS-OMS, Haïti dispose seulement d'une moyenne de 2,3 médecins haïtiens pour 10 000 habitants. Dans le reste de l'actualité, l'Office national de management des ressources humaines, ORMRH, a clôturé vendredi un forum de 2 jours sur l'évaluation des capacités des fonctionnaires de l'administration publique. 150 cadres de la fonction publique ont pris part à cette activité dans l'optique de pouvoir renforcer la performance des agents de l'État. Élie Jean-Philippe est le coordonnateur de la composante fonction publique à l'ORMRH. Ses propos au micro de Jean-Max Sandorcé et Eric Guernuel. Renforcement, encadrement que nous avons fait avec
direction des ressources humaines. Donc la loi nous attribution pour nous encadrer direction des ressources humaines dans le cadre de modernisation de fait pour eux. Donc nous faisons un forum, c'est 4e forum. Dans le forum ça, son espace de réflexion, son espace d'échange, de partage d'expérience. Donc là nous réunissons, nous gagnons des thématiques. Nous avons 2 thématiques. Hier nous avons évaluation de la performance individuelle. Donc aujourd'hui nous gagnons restructuration des DRH. Donc évaluation de la performance, c'est un outil qui permet que nous avancer dans la carrière sur une base objective. C'est-à-dire qu'il y a des critères qui sont déterminés préalablement. C'est sur la base de critères ça yo évaluer mon. Et évaluation sont activité de gestion des ressources humaines normales, même gens retraite dans tout sont activité normale. Donc mon chaque année la loi prévoit, il faut que vous évaluez. Et les évaluer vous permet d'apprécier le travail. Donc s'il bien travaille, dès qu'on évaluation positive, eh bien la mérité récompense. Donc récompensant capable son promotion, récompensant doit son bourse d'études, etc. Mais désormais, nous voulons que avancement pour mon prendre promotion, le travail en côté il veut avancer, il faut que l'évaluer. Bon, alors là, c'est une activité que nous devons faire pour environ 150 directrices, directeurs, chefs de service de ressources humaines dans l'ensemble de l'administration. Nous proposons des outils pour commencer l'évaluation et puis nous avons accompagné autour. Voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Reste sur la télévision Pacifique pour la suite de sa programmation.